on a intitulé le numérique au cœur de la valeur dans l'industrie du futur. Comme vous l'avez certainement constaté en déambulant dans les allées de Gênes, on est en train de vivre une vraie transition sociétale autour du numérique. Ce sont des technologies qui irriguent petit à petit nos vies, qui modifient nos habitudes de vie, nos habitudes de consommer, et donc a fortiori également notre rapport au travail. Donc pour nous, Gênes, c'est clair que c'est un observatoire intéressant parce que du coup, on peut voir comment l'homme coopte petit à petit ces technologies-là. Alors ces technologies-là, elles sont parties, si je le trouve dans ma poche finalement, certes de l'informatique, mais de l'avènement et de la diffusion en volume de ce genre d'objets, petit à petit, qui envahit nos vies. Donc là-dedans, on a quoi? On a finalement de l'intelligence embarquée avec des capteurs, des actionneurs, des systèmes d'exploitation. On a de la batterie, on a des systèmes qui sont autonomes, qui sont mobiles. On a de la géolocalisation, on a de la communication, on a du traitement de la donnée. On a l'interface homme-machine, je viens d'en parler. On a de la caméra, on a tout ce qu'il faut. Et donc petit à petit, il y a une petite musique qui commence à rentrer dans la tête des industriels en disant mais est-ce qu'on ne peut pas coopter ces technologies-là et faire levier sur cette valeur-là et sur la compétence métier. Alors du coup, quand Gênes m'a proposé de faire une présentation autour de ça, plutôt que d'être techno-push, si vous voulez, une discussion technologique, vous viendrez me voir sur le stand, je suis là 2 jours, je préférais fonctionner en table ronde, en donnant la parole finalement aux partenaires du CEA, pour qu'ils puissent un peu vous parler de la manière dont eux captent cette valeur-là pour leurs produits. Donc pour me présenter, je suis Manuel Fendler, donc je suis au sein de CEATech Grand Est. CEATech Grand Est qui vous a été présenté par Jean-Luc Jacot ce matin, donc j'y reviendrai pas. Personnellement, je m'occupe d'une plateforme de mécatronique qui a pour objectif en fait de favoriser la pénétration des technologies numériques dans l'usine. Donc pour parler de tout ça, je reprends mes notes, parce que les gens bougent de fonction quand même assez régulièrement. Donc je passerai la parole à Florent Pénet, qui se trouve ici, qui travaille au CEATech à Grenoble, au bureau d'études marketing, et qui voit passer énormément de sujets autour de l'usine du futur, et donc qui a une bonne vue finalement de la big picture autour de l'usine 4.0. Constant Ondeau, qui est directeur de l'entreprise Excelop, qui développe un outil d'aide à la décision, à partir notamment de méthodes TRIZ. Je passerai ensuite la parole à Frédéric Patard, patron de RC Model, qui conçoit, produit et installe des protecteurs télescopiques de machines-outils. Et enfin, Julien Vechter, de Classe, responsable de la R&D, site de Classe donc au nord de Metz, qui produit des presses agricoles. Alors du coup, Florent, toi qui vas passer énormément de sujets autour de l'usine du futur, peux-tu nous donner un peu la big picture, pour ne pas parler anglais, de l'usine du futur, et notamment cette notion de chaîne numérique dont tu nous as parlé pendant la préparation de la table ronde. Ok. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, juste donner une petite précision, parce qu'effectivement, marketing et CEATech, des fois on se demande qu'est-ce que ça fait ensemble. C'est très simple. C'est qu'en fait, les industriels nous sous-traitent de la R&D. Et de la même manière qu'un industriel, il oriente sa R&D avec son département marketing, nous, au CEA, nous devons d'avoir une équipe de marketing pour orienter les développements que nous faisons pour le compte de nos clients industriels. Donc c'est dans ce cadre-là en fait, que moi je suis amené à voir un certain nombre de sujets dans le cadre de mes projets sur l'usine numérique. Et donc voilà, je vais essayer de vous. Donc c'est ma vision, c'est pas la doctrine du CEA dessus. Alors, ce que je peux en dire pour commencer, c'est que pour moi, il y a un peu 2 tendances dans cette usine du futur. Il y en a une qui est la continuation de ce qui était déjà là, et une autre qui est plutôt une révolution. La continuation, c'est la modernisation de l'outil de production. On a des machines qui maintenant sont connectées, qui sont plus performantes. On a des nouvelles technologies de fabrication additive qui arrivent. Je dirais, on est plutôt dans la continuité de ce qu'il y avait déjà avant. Et par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus nouveau, qui est, on va dire, l'usine digitale, on va dire l'usine numérique. Appelons-le comme on veut. Ça, c'est une réalité qui est vraiment différente. C'est-à-dire que maintenant, si je caricature un peu, on a l'ensemble des informations dont on a besoin pour exécuter une tâche à quelque niveau que ce soit, dans sa poche ou dans sa tablette. Alors, ces 2 transformations, elles ne sont pas exclusives, bien entendu. Elles s'interpénètrent. Mais enfin, c'est bien de le savoir parce que en fait, on peut assimiler les 2. Alors, donc, je vais me concentrer pas sur la composante de modernisation, mais vraiment sur l'usine numérique, donc sur cette, ce qui est plutôt une révolution. Alors moi, ce que je constate en fait, c'est que la clé
de cette usine numérique, l'idée majeure, pour moi en tout cas, c'est cette notion de chaînage numérique. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, l'information, elle existe en silo. Elle existe dans un ERP, elle existe dans un serveur d'historisation qui enregistre les données d'une machine. Elle existe dans l'application pour flasher avec un code barre. Mais cette information-là, elle est rarement partagée. Elle ne circule pas, en fait. Et tout l'intérêt du numérique, c'est de faire ces connexions-là. Et ça ouvre des potentialités qui sont assez énormes. Je vais prendre quelques exemples. Mettons que par exemple, vous fassiez dialoguer votre système de production, de planification de votre production et votre système de maintenance. Jusqu'à présent, c'est des systèmes qui fonctionnent en silo. Mais si vous les reliez, eh ben, la maintenance, c'est exactement à quel moment c'est le mieux d'intervenir. Et la production, c'est exactement... la maintenance, c'est à quel moment... quel est le moment le plus favorable pour intervenir, et c'est à quelle vitesse l'outil de production s'utilise. Et en même temps, réciproquement, la production, elle est capable de mieux planifier la maintenance pour venir perturber le moins possible la production. Donc ça veut dire qu'à la clé, il y a des gains qui peuvent être substantiels. On a eu l'exemple avec un sous-traitant aéronautique qui a pu garantir à Airbus de cette façon que son outil de production, finalement, il allait pouvoir supporter la montée en cadence, quand bien même les machines, elles sont restées les mêmes et elles étaient quasiment centenaires pour certaines d'entre elles. On peut imaginer d'autres types de chaînages encore plus longs. Un chaînage que vous connaissez, vous avez sans doute utilisé le service pour certains d'entre vous. Vous allez chez Ikea, vous voulez une cuisine. C'est plus quelqu'un qui vous aide à la dessiner. On vous dit, installez-vous là, à ce poste-là, et puis dessinez votre cuisine. Quand vous avez fini, relisez bien, vérifiez bien, puis après vous appuyez sur le bouton et ça lance la commande. Donc ça veut dire qu'en fait, finalement, vous avez mis à disposition une application client. Celle-ci, elle est reliée au système de production, à la logistique. Et finalement, vous allez déclencher l'ordre de fabrication directement en appuyant sur le bouton. Voilà. Parce qu'il y a eu un chaînage entre l'application, la CRM, parce que bien sûr, il faut que vous soyez identifié en tant que client, parce que vous avez un compte sur l'application, le RP qui a enregistré la transaction, le MES qui a enregistré l'ordre de fabrication, et ensuite tout ça, ça passe sur la ligne, et hop, ça remonte la chaîne industrielle pour que vous soyez livré de votre cuisine. Donc, je dirais, en fait, ce chaînage, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte qu'il ouvre des nouvelles opportunités de business. On en parlait encore avec Frédéric juste un instant. Alors, ce que je voulais aussi... Donc voilà, je ne veux pas rentrer plus en détail dans ce chaînage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ce chaînage il va pouvoir être mis en pratique de façon concrète. Parce que souvent, en fait, on voit bien qu'il y a un moment, il faut qu'il y ait des machines connectées qui remontent de la donnée, et on voit bien qu'il y a une application sur laquelle on consulte cette donnée, mais pour être franc, il n'y a pas grand monde qui sait qu'est-ce qu'il y a entre. Et de fait, c'est difficile. Parce qu'en fait, la donnée, c'est quand même complexe à traiter, et puis ça fait beaucoup d'hétérogénéité de la donnée qu'il faut traiter. Donc c'est là que, je suis désolé, je suis obligé de passer par là, mais il y a quand même quelques mots buzz qu'il faut placer. Je dirais, il y a une infrastructure software qui va faire le job. Alors effectivement, il y a de l'IoT, il y a du big data, il y a de l'analytics. Je dirais, c'est un ensemble de moteurs de traitement de l'information qui finalement permettent de traiter toute cette information-là. Autant l'information qui a besoin d'être traitée dans l'instant parce qu'elle n'a une valeur que dans l'instant, et de l'information plutôt massive où il faut comparer avec des batchs de données historiques pour pouvoir en extraire du sens. Et si je compare avec ce qui s'est passé avec le RP, je pense qu'on a devant nous à peu près une dizaine, voire une vingtaine d'années d'installation de ces systèmes-là. Je vais finir rapidement, parce que là l'idée c'est maintenant de passer la parole aux autres intervenants qui vont, je dirais, développer des aspects un peu plus précis de ce chaînage. L'étape ultime de ce chaînage, finalement, c'est de viser que ce flux, donc, il soit de bout en bout, mais qu'il soit de plus en plus automatisé. Lui, l'homme est encore indispensable, mais il y a de plus en plus d'étapes, de contrôle notamment, qui vont être assurées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc voilà, l'intelligence artificielle va aussi venir petit à petit
via des systèmes cognitifs, en fait, se greffer à chaque étape pour remplacer ou pour soulager l'opérateur et qui, de son côté, se concentre sur des tâches à plus haute valeur ajoutée, là où il est absolument irremplaçable. Voilà, j'en ai terminé. Sur ces notions de chaîne numérique, à prime abord, ça a l'air d'être relativement lourd, c'est-à-dire qu'il y a un traitement de l'information assez complexe à mettre en œuvre. Il y a certainement des entreprises qui disposent des outils. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer la première fois Ondo autour d'un outil qui me qualifiait de déplotage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une pelote de laine, un peu comme du data mining, avec énormément de données qui viennent d'énormément de capteurs, qui peuvent venir également de l'intelligence tacite de chaque opérateur sur une chaîne de fabrication. Alors, comment relier toutes ces informations et en tirer la substantifique moelle pour aider à la décision? Quelque part, c'est ce qu'on attend de tous ces outils-là, sans forcément partir vers des investissements extrêmement lourds. J'ai trouvé l'outil d'Excelob donc relativement intéressant, donc je voulais passer la parole à Constant pour nous dire comment il fait pour finalement arriver à une décision à partir de cette multitude d'informations. Alors déjà, on est parti d'un constat. Effectivement, si on prend toute la chaîne de valeur depuis le MES, Manufacturing Execution System, qui permet de prendre des informations du terrain pour les envoyer au niveau de la production, on va au niveau des ERP, on va au niveau du CRM, enfin on a beaucoup de systèmes qui existent aujourd'hui qui permettent de gérer le transactionnel. Ça veut dire les transactions qui ont lieu dans une entreprise. Tous ces systèmes génèrent énormément de données. Ces données sont mises dans des entrepôts. Et comme on ne sait pas les traiter, on a vu venir des business intelligence pour essayer de faire de l'ordre dedans. Et comme ça ne suffisait pas, parce que les choses évoluaient énormément, il fallait des corrélations entre les données, on a vu venir l'intelligence artificielle pour essayer de nous aider. Mais ça ne suffit toujours pas parce qu'il manque quelque chose dans cette chaîne. Et vous savez qu'est-ce qui manque dans cette chaîne? L'homme. À quoi ça sert? Quelle est la valeur ajoutée pour l'employé lambda de tous les jours, dans sa vie de tous les jours, toutes ces données? Comment ça va influencer chaque minute de sa vie? Tant qu'on ne sait pas répondre à cette question, on aura du mal à avoir de l'adhésion des gens de l'usine par rapport au numérique. Alors on s'est dit, on a changé de paradigme. On s'est dit, on ne va pas partir des transactions, on va partir de l'homme. L'homme, sa particularité, c'est son expertise, son savoir-faire. C'est ça qui fait son unicité. Et si on était capable de modéliser cette expertise-là? Et si on était capable de créer un modèle où, en fait, mon expertise, mes expériences au jour le jour sont capturées simplement sans que j'ai à faire des efforts, et que dans un modèle graphique, et si tout le monde autour de moi faisait cela, on pourrait faire du root cause analysis automatique. J'ai un problème, et tiens, ton collègue, il a eu le même problème la semaine dernière, et voilà ce qu'il a fait. Ah tiens, on a un client ou quelqu'un d'autre qui a eu un problème similaire, et que ça soit aussi automatique que possible, ça crée de la valeur pour l'homme, pour monsieur lambda. Et si maintenant, dans ce nuage, dans ce modèle, on est apte à mettre des capteurs au bon endroit, au bon nœud, pour dire, ben voilà, c'est là où on a souvent des problèmes, donc c'est là où on a besoin de capteurs, et c'est de là où on a besoin de l'IoT. Dans ce cas, l'IoT est au service de l'être humain pour me permettre de prendre des bonnes décisions au bon moment, pour influencer mon comportement. Parce qu'en temps réel, je vais recevoir les informations qui viennent des capteurs, qui vont venir influencer ma carte des connaissances, mon expérience, pour m'indiquer les risques que j'ai ou que je pourrais avoir. Donc ainsi, si on utilise l'IoT, pas de manière transactionnelle, à savoir simplement se dire, ben tiens, où est-ce que je peux mettre des capteurs, puis après on va nourrir du big data et créer des modèles coûteux pour essayer de tirer de l'intelligence de cela, si on remettait l'homme au centre en disant, quelles sont tes expériences? Et si on croisait ces expériences le plus automatiquement possible pour qu'on puisse déterminer là où il y a de la valeur à mettre de l'IoT, et après comprendre comment l'intelligence artificielle peut exploiter ceci pour faire des corrélations sur les expériences, ben là on redevient au centre et en fait, que ce soit l'IoT, l'intelligence artificielle,
sont au service des êtres humains et on peut l'utiliser tous les jours. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à développer des applications qui remettent l'homme au centre en exploitant l'IoT pour le permettre de résoudre des problèmes rapidement, capitaliser sur les retours d'expérience, faire de la maintenance préventive, prédictive grâce à son savoir et même innover, parce que pourquoi pas innover? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible de me dire, bah, tiens, si j'ai un problème, ce problème, si un système était capable de me dire que 20% des personnes qui ont eu ce genre de problème, peu importe l'industrie, ils ont fait ça, ça, ça et ça. Ça me fait gagner du temps, ça m'évite de réinventer la roue, et je vais tout de suite vers des solutions qui sont robustes et pertinentes. Donc on s'est focalisé dessus, et c'est comme ça que j'ai rencontré Manuel, parce qu'à un moment donné, Manuel m'a dit, on veut faire de l'IoT, et puis je lui ai dit, ok, on commence comment? Il m'a proposé la question, oui, c'est à toi de me dire comment est-ce qu'on commence. Puis je lui ai dit, ok, très bien, modélisons le savoir que vous avez sur un sujet, et déterminons là où il faut mettre des capteurs. Et lorsqu'on met des capteurs dessus, je pense que j'ai pris un de ces capteurs avec moi, lorsqu'on met des capteurs dessus, en fait, en temps réel, on voit, en fonction des informations qui viennent du capteur, comment est-ce que le nuage des connaissances évolue, et les personnes sont averties de ce qu'il faut faire en fonction des informations qui viennent des capteurs. Donc voilà, c'est une approche un peu plus pragmatique, plus facile à implémenter au sein des entreprises, et surtout on obtient très très facilement l'adhésion des personnes parce que c'est leur savoir et ils ont plus facilement confiance. Pendant que tu parles, je vois que Frédéric fait des yeux tout ronds du côté RC Model, parce qu'effectivement, il y a cet aspect collecte de la donnée qui est quand même très important. Où se mettre, où est-ce que ça a de la valeur pour faire de la maintenance préventive, pour optimiser les outils, pour qu'ils soient les plus performants possibles. Donc chez RC Model, avec RC Model en tout cas dans le mode partenariat, on s'est dit on va essayer d'aller voir là où personne n'est allé voir, c'est-à-dire à l'intérieur des centres d'usinage. Et l'objectif, c'est effectivement d'aller collecter de la donnée directement auprès des protecteurs télescopiques pour faire de la maintenance préventive à distance, là où on avait peu d'informations jusque-là. Voilà, bonjour à tous. Donc Frédéric Patard, RC Model. Nous sommes sur la région de Nancy, à Custine. Alors, tout d'abord, nous sommes une PME lorraine. On est 35 personnes, donc qui existe depuis 40 ans. Et nous produisons donc des protections pour les machines, pour les process, des protections en mouvement qui garantissent le bon fonctionnement de la machine et son rendement. Alors jusque-là, c'est tout à fait traditionnel comme activité. On fait des produits dans différentes matières métalliques. Et là, on va se rapprocher de la discussion, sachant qu'aujourd'hui, les produits, on en voit arriver de toutes parts, de plus en plus loin. Et finalement, on s'est posé la question, à notre échelle, de savoir comment, vers où, qu'est-ce qu'on voulait être demain et qu'est-ce qu'on souhaite apporter à nos clients. Et finalement, c'est au-delà du produit, je dirais de la fabrication, il y a vraiment un enjeu de connaissance métier. Nos clients nous demandent, enfin pour certains en tout cas, ceux qui ont des process en continu souhaitent que leur machine fonctionne le plus longtemps possible, sans arrêt. Et donc nous on a un rôle par rapport à ça dans le cadre de la maintenance préventive, puisqu'une machine où une protection casse, c'est un arrêt, voire un arrêt avec des dégâts, une réintervention de remplacement et donc une perte de production. Alors ça se traduit très facilement dans tout ce qui est automobile, grande production en série, et voire dans l'aéronautique également aujourd'hui. Et donc on nous demande désormais, plus qu'un produit, d'être capable d'anticiper. Anticiper, on n'est pas devin, donc on a acquis une expérience. On a des techniciens qui savent détecter si la pièce est susceptible de continuer plus ou moins longtemps, mais il se posait un problème à nous, c'est de savoir le quantifier. Comment on capte des informations sur nos produits, de quelle façon peut-on les capter, comment les exploiter, comment être capable ensuite d'avoir un modèle prédictif. Alors là, je vous résume 2 ans qui viennent de passer, on en est à la moitié. Mais oui, c'est un vaste sujet, mais simplement pour dire qu'on a fait ce choix, nous, en tant que PME, de croire en l'apport, en tout cas la connaissance métier, elle passe aussi par du factuel.
Et le fait d'être connecté à nos produits nous permettra, c'est en cours, d'avoir un niveau d'anticipation meilleur et de pouvoir avoir un impact sur la production client. Donc en fait, on est apporteur de solutions, on n'est plus vendeur de produits. Et c'est en cela qu'on a on a eu le besoin de trouver un partenariat qui nous permette d'accéder à ce niveau d'expertise, hein, puisque ce n'est pas notre métier, comme bon nombre de PME. Hein. Et donc on a fait ce partenariat avec le CEA qui est en cours. On est en phase 2 du projet. On a déjà eu des premières étapes concluantes. Et donc ça permet d'aller... Ça me fait rêver quand j'entends le nuage d'informations parce qu'on n'en est pas encore là, mais on y tend. On va avoir les premiers prototypes, certainement là avec PSA en production. Et donc, ça va permettre de qualifier un petit peu notre projet et d'avoir de la donnée réelle à exploiter derrière. Voilà. Donc, c'est toute une étape. Hein. C'est un domaine un petit peu compliqué pour les PME. Mais pourtant, il y a des acteurs qui permettent aussi d'y accéder. Puis, il y a des outils sur lesquels on va apprendre à travailler. Donc, finalement, il y a beaucoup de choses qui existent. Je pense qu'il faut être ouvert et aussi avoir le projet de mener, de le faire vivre dans l'entreprise, quoi. Je rebondirai sur la présentation de Jean-Luc Jacot ce matin, hein, qui vous présentait le CEA et qui parlait de secteur quaternaire avec le numérique qui est complètement transversal au secteur primaire, agricole, secondaire au niveau de l'industrie et tertiaire au niveau des services. Il est complètement transversal et donc cette aide à la décision, c'est quelque chose qu'on voit également pas mal pointé quelque part dans le monde agricole. Les produits, les outils finalement qui travaillent, qui sont des presses agricoles, qui travaillent dans des usines qui sont des champs, quelque part disposent également de beaucoup d'informations, d'intelligence embarquée qui petit à petit amènent à une aide à la décision chez l'exploitant. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai invité Julien Vechter de Classe pour nous en parler un petit peu. Tout à fait, bonjour. Donc, après avoir écouté ces experts, je pense que Manuel Maillet apporte ici pour être un peu la caution dans un domaine qui peut paraître rustique comme l'agricole. Nous avons aussi le numérique au cœur de notre stratégie et c'est très important pour le développement. Donc là, c'est très impliqué à créer toute une gamme de projets pour prendre en compte le numérique, l'intégrer. Bien sûr dans l'usine, comme tu l'as mentionné, mais je ne vais pas revenir dessus parce qu'on a déjà entendu parler, mais également dans le produit et dans le service du produit. Donc en faisant un petit retour en arrière, il y a une grosse dizaine d'années, une presse agricole n'était pas équipée d'électronique. Avec la nouvelle gamme que nous avons sortie l'année dernière, nous sommes passés à 5 calculateurs embarqués, 2 bus de réseau et une 50aine de capteurs en équipement. Donc vous pouvez déjà imaginer l'effort, l'investissement qui a été fait. Bon an, mal an, à la fois les technologies traditionnelles mécaniques ont progressé, les puissances ont augmenté, l'électronique s'est embarquée. Et il y a 5 ans, nous avons entamé une réflexion dans laquelle nous avons intégré le CEA qui venait de s'implanter dans la région, en disant aujourd'hui quels sont les vecteurs de progrès. Deux possibilités sont apparues assez évidentes pour nous. Faire une course à l'armement, une course à la puissance dans nos machines. De ça, nous avons dit que ok, c'est la voie, on va dire, un peu facile. Il y aura forcément des difficultés, mais nous sentons que nous avons le risque de perdre certains de nos clients et aussi certains de nos nouveaux clients. Parce que aujourd'hui, l'agriculture s'est complètement développée dans le monde et il faut être capable d'être accessible à chacun. Le positionnement que nous avons choisi a été tout autre. Ça a été de dire, aujourd'hui, il faut nous rendre nos machines plus efficaces, plus intelligentes et plus autonomes. Pourquoi ? Deux challenges nous avons actuellement chez nos clients, les agriculteurs. Un besoin en main-d'œuvre qui est de plus en plus dur à remplir. Donc, auparavant, nous avions des agriculteurs qui utilisaient leurs machines toute la saison, pendant 10 ans. Donc, un haut niveau de technicité et de connaissance de la machine, ils compensaient n'importe quel manque de performance ou par les réglages, ils étaient capables de le faire. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus le cas. C'est un challenge dans tous les pays. Deuxième aspect, nouveau cas d'utilisation. Donc traditionnellement, l'agriculture mécanique s'est développée aux États-Unis, en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons des nouveaux cas d'application, c'est-à-dire que nous pouvons être sollicités
par une entreprise thaïlandaise qui va dire je veux presser des résidus de canne à sucre parce qu'aujourd'hui je ne peux plus faire du brûlis, donc je voudrais presser ça. Ok, nous ne connaissons pas ça. Un autre marché qui émerge en Mongolie intérieure, nous dire ok, on veut presser par moins 25 degrés, donc ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout. Et clairement, nous n'aurons pas les moyens d'aller valider dans chaque condition nos machines. Du coup, nous avons pris la stratégie de dire rendons nos machines intelligentes pour qu'elles soient capables de s'adapter à ces conditions de manière autonome. Donc c'est vraiment ce vers quoi nous sommes orientés. Et aujourd'hui, le projet a démarré avec le CEA. Ça implique de faire du machine learning, effectivement, quelque chose que nous n'envisageons pas il y a 3-4 ans. Et c'est la petite fierté que j'ai actuellement, c'est j'ai dû expliquer le fonctionnement de la machine à un ingénieur de data mining chez Manuel qui a travaillé sur l'analyse des météorites, c'est ça? Ça a duré 1h30. Au bout d'1h30, il m'a dit vous avez vraiment une machine compliquée pour faire des bottes de paille. Donc ça, c'est ma petite fierté. Et on va dire c'est un bon vecteur de montrer que le numérique est important aussi pour notre industrie, l'agriculture qui restera. Parce qu'on aura toujours besoin de ça, en sachant qu'on aura moins de monde, qu'on aura de plus efficace, plus performant. Et ce n'est pas seulement un challenge pour nous en tant que constructeurs, c'est aussi pour nos clients finaux, parce que ce n'est pas un métier facile. Il faut qu'on leur trouve des vecteurs de faciliter on va dire la vie de tous les jours par justement cette optimisation d'utilisation. Bien, merci à tous les quatre, en tout cas, d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Avant de donner la parole un peu au public, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est clairement le numérique est enthousiasmant par rapport à la promesse d'avenir qu'on peut identifier, notamment ici à Gênes. Ce qui est important, et pour faire un peu écho à la présentation de ce matin, c'est qu'on va vers des choses qui sont certes automatisées. On a beau avoir un pilote automatique dans un avion, c'est quand même ce vers quoi on tend, que ce soit pour piloter un centre d'usinage, pour piloter une presse agricole. Mais ce qui reste important, c'est l'homme. Hein. Il y a toujours un homme dans l'avion. Y a-t-il toujours un pilote dans l'avion? Oui. Même si certains veulent s'en débarrasser, je pense qu'il sera toujours là. Et puis je pense qu'on n'a pas envie d'aller dans des avions, ni dans des entreprises sans hommes. Donc voilà. Voilà, donc encore merci à tous, merci de votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous amener mon micro, ce sera un petit peu plus pratique. Merci. Ce matin, M. Laurent Alexandre nous a expliqué combien de mauvais nous sommes en France, en Europe, concernant l'IA. Et ma question est simple, est-ce que nous sommes aussi mauvais par rapport aux Chine, par rapport aux États-Unis, en matière d'usines numériques, d'usines du futur, Industrie 4.0? Qui se lance dans une réponse? Je peux commencer par apporter quelques éléments. Je pense qu'il y a une certaine idée reçue, à tort à mon avis, que l'usine du futur, c'est une espèce de progression qui va être un peu la même pour toutes les entreprises et qu'il y a des points de passage obligés. L'usine du futur, l'usine numérique, c'est pas ça, à mon avis. C'est un ensemble de solutions qu'il faut plutôt voir comme une espèce de grande boîte à outils pour servir les priorités stratégiques de chaque industriel, de chaque entreprise, de chaque PME. Et c'est vraiment différent en fait. On n'a pas forcément besoin d'avoir forcément tout numérisé pour être déjà dans l'ère numérique. Enfin voilà, ça c'est en tout cas une vision pour les 10 prochaines années. Ouais, au contraire, moi je dirais que c'est même une opportunité, parce qu'au cours des dernières années, 15 dernières années, on a perdu en compétitivité dans les usines en Europe, de par de coûts de la manœuvre, etc. Là, on a une fracture avec l'industrie 4.0 qui va nous permettre de rebattre les cartes et de se repositionner de manière compétitive encore plus, et pas seulement sur des produits à haute valeur ajoutée. Moi, je dirais que ça dépend. Comment on qualifie bon ou mauvais, en fait? Est-ce qu'avoir une usine avec 0 personne gérée par l'IA, c'est bon? Peut-être c'est cost effective, ça permet de réduire les coûts. Où est-ce qu'on met le curseur? Je pense que nous, on a pris l'optique de dire que la technologie n'est pas là pour remplacer l'homme. Et ceux qui investissent, et on est bien conscient qu'on a des concurrents à l'étranger qui investissent énormément
dans cette optique-là de venir challenger l'être humain, nous avons pris la stratégie de dire que c'est cause perdue. À long terme, la machine ne va pas remplacer l'être humain. L'être humain n'est pas une collection de chiffres, c'est beaucoup plus que ça. Le réseau neuronal d'un être humain couplé à celui d'un autre être humain, ce n'est pas 1 plus 1 égale à 2. Mais ces deux réseaux neuronaux, c'est 1 plus 1 égale à 5, 6, 7, 8. Et si on met ça au niveau d'une entreprise, c'est simplement pas copiable. Donc, au lieu de venir copier et investir là-dedans, on avoir une stratégie qui consiste à aider, à soutenir, à accompagner l'être humain dans son expertise. Et en Europe, on se positionne clairement de manière différente par rapport aux États-Unis sur ces sujets-là. Et je pense que sur ces sujets-là, je dirais même plutôt qu'on a le leadership. Une autre question ? Oui, bonsoir. Une question, c'est... bon, ce que vous nous avez présenté est effectivement quelque chose qui, de toute façon, va arriver. Il faut bien le gérer. Mais moi, j'ai une question parce que j'ai sous les yeux le graphique des compétences numériques de la main-d'œuvre de l'Union européenne. Et c'est pas terrible du tout pour la France, quoi. Nous sommes en fait très très mal placés sur la compétence numérique, avec simplement un petit 30%, même pas, de compétences supérieures aux compétences de base, et globalement plutôt par rapport à la moyenne européenne, des compétences de base numériques qui sont mauvaises, qui sont en dessous de la moyenne. Donc comment faire, et selon vous, parce que ça va poser un problème pour vous accompagner et accompagner ces développements, comment faire pour que le niveau de compétences numériques soit à la hauteur des enjeux et des ambitions, des challenges, et dans cette compétitivité qui va se créer autour du numérique et de la digitalisation. Je pense qu'on est rentré dans la course un peu plus tard qu'un certain nombre d'autres pays. Et lorsqu'on a un retard pareil, la question de fond qu'il faudrait se poser, c'est la stratégie. Est-ce qu'il faut absolument marcher sur les traces des autres et en se disant on est en retard sur ce chemin-là, donc on va suivre et on va essayer de rattraper, ou prendre une autre stratégie qui, à terme, fera qu'on prend des raccourcis pour rattraper le retard et voir le dépasser. Quand je dis on, je vois l'investissement que fait le CEA, les travaux qui sont faits au CNRS, je vois ce qu'un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, les INSA font pour enseigner l'innovation et évoluer dessus. Quand je vois cela, je me dis la stratégie qui a été adoptée est bonne, elle est différente, elle sera plus efficace, elle est plus efficace. À ce preuve, alors moi je parle du terrain, c'est qu'aujourd'hui, quand on était en Corée du Sud, on était en compétition avec des Américains, on était en compétition avec le monde entier en Corée du Sud, et ben, c'est les Européens, enfin, nous avons gagné en partenariat avec le CNRS quant à l'approche. Maintenant, je concède que l'adoption n'est pas encore là, mais comme je vous dis, le CNRS, le CEA, les écoles d'ingénieurs font de gros efforts maintenant pour rattraper cela en utilisant une stratégie qui est différente pour enseigner l'innovation. Donc c'est vrai, pour le moment, si on regarde les chiffres, vous avez certainement raison, mais je suis assez confiant quant à l'avenir par rapport à ça. Alors, moi, je peux intervenir un petit peu, parce qu'effectivement, voilà, quand on pense compétences numériques, on pense déploiement. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour que l'ensemble de notre tissu industriel, finalement, il passe d'un état pré-numérique à un état post-numérique. Il y a clairement urgence, et c'est super compliqué, parce que des PME, il y en a plusieurs centaines de milliers. C'est le gros du tissu productif, hein, comme en Allemagne. C'est une partie de mon boulot en ce moment, clairement, de comprendre vraiment comment est-ce qu'on peut accélérer ça. Et c'est pas simple. Maintenant, voilà, ça demande de l'éducation, parce que je dirais les PME peuvent être un peu les premiers résistants.
Certains grands groupes qui ont les moyens d'avoir de la prospective, d'avoir des ressources dédiées, ils s'en emparent assez rapidement. Mais voilà, ça reste les grands groupes et enfin, de toute façon, on n'a pas de souci à se faire pour eux. Ils sauront rebondir et même s'ils n'ont pas les compétences en interne, ils les achètent. Voilà, par contre, pour l'immensité de notre tissu de PME, là, c'est vraiment plus compliqué. Et ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est ce qui se fait en Allemagne parce qu'ils ont commencé un peu plus tôt. Je dis pas qu'il faut forcément copier, mais c'est intéressant parce qu'ils ont quand même ils sont partis un peu avant et ils sont vraiment dans un jeu collectif. Et je crois que, en tout cas, moi, des initiatives que j'ai vues, il y a vraiment une prise de conscience nationale que si on ne défend pas nos PME, on perd tout. Et donc il y a vraiment une espèce de comment on appelle ça, quoi. Enfin, quand on est en guerre, une espèce d'union nationale pour sauver les PME et les digitaliser. Voilà. Donc il y a effectivement les competence centrum qui ont été mis en place, qui marchent plutôt bien. Qui d'abord il y en avait un petit peu, puis ils ont été largement copiés et déployés. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose et de pas rester les bras croisés. Alors après, est-ce que ce sera dans le timing pour pas se faire, enfin pour éviter la déferlante chinoise? Franchement, j'en sais rien. Je compléterai par deux morceaux de réponse. Une première moitié très corporate CEA, puis l'autre qui est plus un retour d'expérience. Il ne faut pas oublier que le CEA s'est engagé aux côtés d'ST Microelectronics pour maintenir cette entreprise qui est le dernier grand fondeur qu'on ait en Europe au meilleur niveau d'état de l'art mondial. Donc on a une base matérielle qui est très très bonne. On a les plateformes ST qu'on utilise d'ailleurs pour RC Model qui permettent de faire des belles choses. Après, l'innovation, elle n'est pas tant dans la technologie numérique en soi, mais dans ce qu'on en fait. Et moi, ce que je vois dans ces différents projets, notamment depuis qu'on travaille aussi avec Excelop, c'est qu'on fait levier sur l'intelligence tacite de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a l'intelligence que tout le monde connaît, qui est dans la gestion électronique des documents, qui est dans les procédures, etc. Bon, tout ça, c'est facile à digitaliser, à numériser. Mais ce qui est plus dur à numériser et à capter, c'est finalement l'intelligence tacite, l'intelligence du métier, du mécanicien, du boulanger, des gens qui font de la confection textile. Ils ont de l'or dans les mains et à nous de savoir la digitaliser pour justement se retrouver un peu comme un homme augmenté en quelque sorte. C'est ce qu'on fait avec les exosquelettes par exemple. Donc le numérique, avoir une bonne base matérielle en Europe, c'est crucial. Ça veut dire qu'on a de l'autonomie, de l'indépendance. Après, tout le reste, je dirais, ça se fait à l'interface entre les métiers. On a des bonnes formations quand même en intelligence artificielle. Bon, dans le Grand Est, on a l'INRIA, on a le Supélec, on a le Lauréat, on a toutes ces entités-là. Donc former les jeunes, c'est une chose, mais les confronter au terrain, au métier, à toute l'expertise qui a été construite depuis un bon nombre d'années, surtout dans une région manufacturière, c'est là où on va faire, comme le disait tout à l'heure Constant, 1 + 1 = 5, quelque part. Donc effectivement, on est en retard. On n'a pas beaucoup de bureaux d'études électroniques autour de nous. Nous, quand on cherche autour de Metz et de la région Grand Est, on peut presque les compter sur 2 mains. On n'est pas non plus la première région de France là-dedans, mais mine de rien, avec les gens qui sont là, lorsqu'on les hybride aux différentes entreprises du territoire, on fait quand même de belles choses, quoi. Donc je dirais que c'est pas perdu, mais je pense qu'il est temps de prendre le train, quoi. Il ne faudrait pas trop traîner, quoi. On peut avoir toute la soirée, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous parlez de former les jeunes justement dans les entreprises, mais ceux qui sont déjà dans votre entreprise, vous comptez faire comment pour pouvoir les amener vers le numérique et leur faire accepter de travailler plus facilement avec le numérique? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont déjà dans les entreprises depuis 20, 30 ans, il y en a une paire qui ne sont pas forcément à l'aise avec et qui peuvent même être réfractaires. C'est effectivement un risque qui peut être là. Cependant, il y a 2 choses qui permettent de répondre à ce problème, cette problématique éventuelle. C'est le numérique qui entre aussi dans les foyers. Donc on va dire que on n'est pas pionnier là-dessus, et puis je dirais même que le numérique est rentré encore plus perte et fracas dans les foyers. Et deuxièmement, il faut réussir à communiquer sur les avantages et que le numérique ne va pas remplacer l'homme.
c'est comme tous les robots, la robotisation et autres n'ont pas créé du chômage, parce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent, quoi. Donc l'idée, c'est d'accompagner, puis faire aussi aider à trouver des nouveaux métiers, former ces personnes et pas laisser sur le côté de la route. Donc là, on va dire c'est la responsabilité, dans le cadre d'un projet d'entreprise, que les ressources humaines soient aussi gérées et amenées à faire cette transition. Mais globalement, on va dire c'est exactement dans cette optique que nous nous positionnons, car le numérique seul n'est pas vecteur de succès. En 2 mots, c'est mon sujet. C'est juste aussi de dire que ça valorise les personnes, hein, parce qu'un savoir-faire qu'on doit retranscrire et qu'on va chercher à matérialiser, à aller capter de l'information, le savoir-faire de la personne, il est valorisé également. Et c'est en ça qu'il est acteur. Et donc, on valorise beaucoup plus la personne dans ce sens-là, qu'en voulant travailler toujours plus vite, ce qu'on n'arrive pas à faire d'ailleurs, hein, enfin, ou très difficilement, enfin, à notre niveau. Donc il y a une implication des gens dans le projet, ça c'est vraiment un gros challenge, c'est pas toujours facile, puis les gens perçoivent pas forcément ce à quoi on veut, enfin voilà, il y a beaucoup d'étapes à réussir, je pense, là-dessus. Ce qu'il est vrai que le numérique aussi, dans la liste des tâches, elle élimine plutôt celles à faible valeur ajoutée, donc celles qui sont peu valorisantes par rapport à celles qui sont très valorisantes et qui relèvent de l'expertise. Moi, ce que je peux dire aussi, c'est on m'a souvent dit, finalement, pourquoi est-ce que dans l'entreprise on travaille encore avec des Minitel alors qu'on a tous des smartphones et des applications super fluides chez nous. Et il y a un peu ça en fait finalement. Enfin moi je sais que ma grand-mère utilise des applications aujourd'hui. Donc enfin elle utilise WhatsApp pour être précis. Donc si elle est capable d'utiliser WhatsApp, je me dis il y a quand même beaucoup de gens qui sont capables d'utiliser des applications numériques même dans un contexte de production manufacturière. Donc là-dessus, si le numérique est bien fait, après bon, c'est le darwinisme, hein, les mauvaises solutions ne sont pas retenues et les bonnes gardent parce que finalement elles changent la façon dont on interagit. Par contre, l'autre volet, c'est effectivement les compétences qui vont être nécessaires pour amener toutes ces technologies-là dans les entreprises. Là, il y a un vrai sujet. Alors, là, je suis pas spécialiste, mais effectivement, là, effectivement, il faut travailler un vrai vivier de compétences. Mais en même temps, il faut savoir que c'est un espèce de jeu collectif, c'est-à-dire que si finalement on refuse de franchir le pas en disant je comprends pas encore, je préfère m'en tenir à ma bonne vieille mécanique parce que ça marche et puis mes ventes, pour l'instant, elles sont stables, je suis bien. Bah, du coup, on ne permet pas à ceux qui ont développé ces compétences-là de gagner des marchés. Et voilà, donc je pense qu'il y a un jeu collectif. Il faut donner du travail à tous ces ingénieurs. Et c'est ça qui va faire que cet effort de formation, il sera payant. Bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon salon et à remercier les différents interlocuteurs qui ont contribué à cette table ronde. Bonne soirée.